La princesse de Clèves, Madame de Lafayette, tome 2e. Vous savez, l'amitié qu'il y a entre Sancerre et moi. Néanmoins, il devint amoureux de Madame de Tournon, il y a environ 2 ans, et me le cacha avec beaucoup de soin, aussi bien qu'à tout le reste du monde. J'étais bien obligée de le soupçonner. Madame de Tournon paraissait encore inconsolable de la mort de son mari et vivait dans une retraite austère. La sœur de Sancerre était quasi la seule personne qu'elle vit, et c'était chez elle qu'il en était devenu amoureux. Un soir, qu'il devait y avoir une comédie au Louvre, et que l'on n'attendait plus que le roi et Madame de Valentinois pour commencer, l'on vint dire qu'elle s'était trouvée mal et que le roi ne viendrait pas. On jugea aisément que le mal de cette duchesse était quelque démêlé avec le roi. Nous savions les jalousies qu'il avait eues du maréchal de Brissac pendant qu'il avait été à la cour, mais il était retourné en Piémont depuis quelques jours, et nous ne pouvions imaginer le sujet de cette brouillerie. Comme j'en parlais avec Sancerre, M. d'Anville arriva dans la salle et me dit tout bas que le roi était dans une affliction et dans une colère qui faisait pitié, qu'en un raccommodement qui s'était fait entre lui et Madame de Valentinois, il y avait quelques jours sur des démêlés qu'il avait eus pour le maréchal de Brissac. Le roi lui avait donné une bague et l'avait prié de la porter. Que, pendant qu'elle s'habillait pour venir à la comédie, il avait remarqué qu'elle n'avait point cette bague, et lui en avait demandé la raison, qu'elle avait paru étonnée de ne pas l'avoir, qu'elle l'avait demandé à ses femmes, lesquelles par malheur, ou faute d'être bien instruites, avaient répondu qu'il y avait 4 ou 5 jours qu'elle ne l'avait vue. Ce temps est précisément celui du départ du maréchal de Brissac, continua M. d'Anville. Le roi n'a point douté qu'elle ne lui ait donné la bague en lui disant adieu. Cette pensée a réveillé si vivement toute cette jalousie qui n'était pas encore bien éteinte, qu'il s'est emporté contre son ordinaire et lui a fait 1000 reproches. Il vient de rentrer chez lui, très affligé, mais je ne sais s'il est davantage de l'opinion que Madame de Valentinois a sacrifié sa bague que de la crainte de lui avoir déplu par sa colère. Sitôt que M. d'Anville eut achevé de me conter cette nouvelle, je me rapprochai de Sancerre pour la lui apprendre. Je la lui dis comme un secret que l'on venait de me confier et dont je lui défendais de parler. Le lendemain, j'allai d'assez bonne heure chez ma belle-sœur. Je trouvai Madame de Tournon au chevet de son lit. Elle n'aimait pas Madame de Valentinois, et elle savait bien que ma belle-sœur n'était pas sujet de s'en louer. Sancerre avait été chez elle aux sorties de la comédie. Il lui avait appris la brouillerie du roi avec cette duchesse, et Madame de Tournon était venue la conter à ma belle-sœur, sans savoir ou sans faire réflexion que c'était moi qui l'avais apprise à son amant. Sitôt que je m'approchai de ma belle-sœur, elle dit à Madame de Tournon que l'on pouvait me confier ce qu'elle venait de lui dire, et sans attendre la permission de Madame de Tournon, elle me conta mot pour mot tout ce que j'avais dit à Sancerre les soirs précédents. Vous pouvez juger comme j'en fus étonnée. Je regardai Madame de Tournon, elle me parut embarrassée. Son embarras me donna du soupçon. Je n'avais dit la chose qu'à Sancerre. Il m'avait quittée aux sorties de la comédie sans m'en dire la raison. Je me souvins de lui avoir extrêmement loué Madame de Tournon. Toutes ces choses m'ouvrirent les yeux, et je n'eus pas la peine à démêler qu'il y avait une galanterie avec elle, et qu'il l'avait vue depuis qu'il m'avait quittée. Je fus si piquée de voir qu'il me cachait cette aventure que je dis plusieurs choses qui firent connaître à Madame de Tournon l'imprudence qu'elle avait faite. Je la remis à son carrosse et je l'assurai en la quittant que j'enviais le bonheur de celui qui lui avait appris la brouillerie du roi et de Madame de Valentinois. Je m'en allai à l'heure même trouver Sancerre. Je lui fis des reproches, et je lui dis que je savais sa passion pour Madame de Tournon, sans lui dire comment je l'avais découverte. Il fut contraint de me l'avouer. Je lui contai ensuite ce qui me l'avait appris, et il m'apprit aussi le détail de leur aventure. Il me dit que, quoiqu'il fût calé de sa maison et très éloigné de pouvoir prétendre un aussi bon parti, néanmoins elle était résolue de l'épouser. L'on ne peut être plus surpris que je le fus. Je dis à Sancerre de presser la conclusion de son mariage, et qu'il n'y avait rien qu'il ne dût craindre d'une femme qui avait l'artifice de soutenir aux yeux du public un personnage si éloigné de la vérité. Il me répondit qu'elle avait été véritablement affligée, mais que l'inclination qu'elle avait pour lui avait surmonté cette affliction, et qu'elle n'avait pu laisser paraître tout d'un coup un si grand changement. Il me dit encore plusieurs autres raisons pour l'excuser, qui me firent voir à quel point il en était amoureux. Il m'assura qu'il la ferait consentir que je susse la passion qu'il avait pour elle, puisqu'aussi bien c'était elle-même qui me l'avait apprise. Il l'obligea en effet, quoiqu'avec beaucoup de peine, et je fus ensuite très avant dans leur confidence. Je n'ai jamais vu une femme avoir une conduite si honnête et si agréable à l'égard de son amant.
Néanmoins, j'étais toujours choquée de son affectation à paraître encore affligée. Sancerre était si amoureux et si content de la manière dont elle en usait pour lui qu'il n'osait quasi la presser de conclure leur mariage, de peur qu'elle ne crût qu'il le souhaitait plutôt par intérêt que par une véritable passion. Il lui en parla toutefois, et elle lui parut résolue à l'épouser. Elle commença même à quitter cette retraite où elle vivait et à se remettre dans le monde. Elle venait chez ma belle-sœur à des heures où une partie de la cour s'y trouvait. Sancerre n'y venait que rarement, mais ceux qui y étaient tous les soirs et qui l'y voyaient souvent la trouvaient très aimable. Peu de temps après qu'elle eut commencé à quitter sa solitude, Sancerre crut voir quelque refroidissement dans la passion qu'elle avait pour lui. Il m'en parla plusieurs fois sans que je fisse aucun fondement sur ses plaintes. Mais à la fin, comme il me le dit qu'au lieu d'achever leur mariage, elle semblait l'éloigner, je commençai à croire qu'il n'avait pas de tort d'avoir de l'inquiétude. Je lui répondis que quand la passion de madame de Tournon diminuerait, après avoir duré 2 ans, il ne faudrait pas s'en étonner, que quand même sans être diminuée, elle ne serait pas assez forte pour l'obliger à l'épouser. Il ne devrait pas s'en plaindre, que ce mariage à l'égard du public lui ferait un extrême tort, non seulement parce qu'il n'était pas un assez bon parti pour elle, mais par le préjudice qu'il apporterait à sa réputation. Ainsi, tout ce qu'il pouvait souhaiter était qu'elle ne la trompât point et qu'il ne lui donnât pas de fausses espérances. Je lui dis encore que, si elle n'avait pas la force de l'épouser, ou qu'elle lui avoua qu'elle en aimait quelqu'un d'autre, il ne fallait point qu'il s'emportât, ni qu'il se plaignît, mais qu'il devrait conserver pour elle de l'estime et de la reconnaissance. « Je vous donne, lui dis-je, le conseil que je prendrai pour moi-même, car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que, si ma maîtresse et même ma femme m'avouaient que quelqu'un lui plut, j'en serais affligée sans en être aigrie. Je quitterais le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre. » Ces paroles firent rougir madame de Clèves. Elle y trouva un certain rapport avec l'état où elle était, qui la surprit et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. Sancerre parla à madame de Tournon, continua monsieur de Clèves, et lui dit tout ce que je lui avais conseillé. Mais elle le rassura avec tant de soin, et parut si offensée de ses soupçons qu'elle lui ôta entièrement. Elle remit néanmoins leur mariage après un voyage qu'ils allaient faire et qui devait être assez long. Mais elle se conduisit si bien jusqu'à son départ et en parut si affligée que je crus, aussi bien que lui, qu'elle l'aimait véritablement. Il partit il y a environ 3 mois. Pendant son absence, j'ai peu vu madame de Tournon. Vous m'avez entièrement occupée, et je savais seulement qu'il devait bientôt revenir. Avant-hier, en arrivant à Paris, j'appris qu'elle était morte. J'envoyai savoir chez lui si on n'avait point eu de ses nouvelles. On me manda qu'il était arrivé de la veille, qui était précisément le jour de la mort de madame de Tournon. J'allais le voir l'heure même, me doutant bien de l'état où je le trouverais, mais son affliction passait de beaucoup ce que je m'en étais imaginé. Je n'ai jamais vu une douleur si profonde et si tendre. Dès le moment qu'il me vit, il m'embrassa, fondant en larmes. « Je ne la verrai plus, » me dit-il. « Je ne la verrai plus. Elle est morte. J'en étais pas digne, mais je la suivrai bientôt. » Après cela, il se tut. Et puis, de temps en temps, redisant toujours « Elle est morte, et je ne la verrai plus !» il revenait aux cris et aux larmes et demeurait comme un homme qui n'avait plus de raison. Il me dit qu'il n'avait pas reçu souvenir de ses lettres pendant son absence, mais qu'il s'en était pas étonné, parce qu'il la connaissait et qu'il savait la peine qu'elle avait à hasarder de ses lettres. Il ne doutait point qu'il ne l'eût épousée à son retour. Il la regardait comme la plus aimable et la plus fidèle personne qui eût jamais été. Il s'en croyait tendrement aimé. Il la perdait dans le moment qu'il pensait s'attacher à elle pour jamais. Toutes ses pensées le plongeaient dans une affliction violente dont il était entièrement accablé. Et j'avoue que je ne pouvais m'empêcher d'en être touché. Je fus néanmoins contraint de le quitter pour aller chez le roi. Je lui promis que je reviendrais bientôt. Je revins en effet, et je ne fus jamais si surpris que de le trouver tout différent de ce que je l'avais quitté. Il était debout, dans sa chambre, avec un visage furieux, marchant et s'arrêtant comme s'il eût été hors de lui-même. « Venez, venez, me dit-il, venez voir l'homme du monde le plus désespéré. Je suis plus malheureux 1000 fois que je n'étais tantôt, et ce que je viens d'apprendre de madame de Tournon est pire que sa mort. » Je crus que la douleur le troublait entièrement, et je ne pouvais m'imaginer qu'il y eût quelque chose de pire que la mort d'une maîtresse que l'on aime et dont on est aimé. Je lui dis que, tant que son affliction avait eu des bornes, je l'avais approuvé, et que j'y étais entré, mais que je ne le plaindrais plus s'il s'abonnait au désespoir et s'il perdait la raison.
Je serais trop heureux de l'avoir perdue, et la vie aussi, s'écria-t-il. Madame de Tournon m'était infidèle, et j'apprends son infidélité et sa trahison le lendemain que j'ai appris sa mort. Dans un temps où mon âme est remplie et pénétrée de la plus vive douleur et de la plus tendre amour que l'on ait jamais senti, dans un temps où son idée est dans mon cœur comme la plus parfaite chose qui ait jamais été, et la plus parfaite à mon égard, je trouve que je me suis trompée et qu'elle ne mérite pas que je la pleure. Cependant, j'ai la même affliction de sa mort que si elle m'était fidèle, et je sens son infidélité comme si elle n'était point morte. Si j'avais appris son changement d'avant sa mort, la jalousie, la colère, la rage m'auraient rempli et m'auraient endurci en quelque sorte contre la douleur de sa perte. Mais je suis dans un état où je ne puis ni m'en consoler, ni la haïr. Vous pouvez juger si je fus surpris de ce que me disait Sancerre. Je lui demandai comment il avait su ce qu'il venait de me dire. Il me conta qu'un moment après que j'étais sortie de sa chambre, Estouteville, qui est son ami intime, mais qui ne savait pourtant rien de son amour pour madame de Tournon, l'était venu voir. Que d'abord qu'il avait été assis, il avait commencé à pleurer, et qu'il lui avait dit qu'il lui demandait pardon de lui avoir caché ce qu'il allait apprendre, qu'il le priait d'avoir pitié de lui, qu'il venait lui ouvrir son cœur et qu'il voyait l'homme du monde le plus affligé de la mort de madame de Tournon. Ce nom, me dit Sancerre, m'a tellement surpris que quoique mon premier mouvement ait été de lui dire que j'en étais plus affligé que lui, je n'ai pas eu néanmoins la force de parler. Il a continué et m'a dit qu'il était amoureux d'elle depuis 6 mois, qu'il avait toujours voulu me le dire, mais qu'elle lui avait défendu expressément et avec tant d'autorité qu'il n'avait osé lui désobéir, qu'il lui avait plu quasi dans le même temps qu'il l'avait aimée, qu'ils avaient caché leur passion à tout le monde, qu'il n'avait jamais été chez elle publiquement, qu'il avait eu le plaisir de la consoler de la mort de son mari, et qu'enfin il allait l'épouser dans le temps qu'elle était morte, mais que ce mariage qui était un effet de passion aurait paru un effet de devoir et d'obéissance, qu'elle avait gagné son père pour se faire commander de l'épouser, afin qu'il n'y eût pas un trop grand changement dans sa conduite qui avait été si éloignée de se marier. Tant qu'Estouteville m'a parlé, me dit Sancerre, j'ai ajouté foi à ses paroles, parce que j'y ai trouvé de la vraisemblance, et que le temps où il m'a dit qu'il avait commencé à aimer madame de Tournon est précisément celui où elle m'a paru changée. Mais un moment après, je l'ai cru un menteur, ou du moins un visionnaire. J'étais prêt à le lui dire. J'ai passé ensuite à vouloir m'éclaircir. Je l'ai questionné, je lui ai fait paraître des doutes. Enfin, j'ai tant fait pour m'assurer de mon malheur qu'il m'a demandé si je connaissais l'écriture de madame de Tournon. Il a mis sur mon lit 4 de ses lettres et son portrait. Mon frère est entré dans ce moment. Estouteville avait le visage si plein de larmes qu'il a été contraint de sortir pour ne pas laisser voir. Il m'a dit qu'il reviendrait ce soir requérir ce qu'il me laissait. Et moi je chassai mon frère sur le prétexte de me trouver mal, par la patience de voir ces lettres que l'on m'avait laissées, et espérant d'y trouver quelque chose qui ne me persuaderait pas tout ce qu'Estouteville venait de me dire. Mais hélas, qu'y n'y ai-je point trouvé? Quelle tendresse, quel serment, quelle assurance de l'épouser, quelle lettre! Jamais elle ne m'en a écrit de semblable. Ainsi, ajouta-t-il, j'éprouve à la fois la douleur de la mort et celle de l'infidélité. Ce sont 2 mots que l'on a souvent comparés, mais qui n'ont jamais été sentis en même temps par la même personne. J'avoue à ma honte que je sens encore plus sa perte que son changement. Je ne puis la trouver assez coupable pour consentir à sa mort. Si elle vivait, j'aurais le plaisir de lui faire des reproches et de me venger d'elle en lui faisant connaître son injustice. Mais je ne la verrai plus, reprenait-il. Je ne la verrai plus. Ce mal est le plus grand de tous les maux. Je souhaiterais de lui rendre la vie aux dépens de la mienne. Quel souhait! Si elle revenait, elle vivrait pour Estouteville. Que j'étais heureux hier, s'écriait-il. Que j'étais heureux! J'étais l'homme du monde le plus affligé. Mais mon affliction était raisonnable, et je trouvais quelque douceur à penser que je ne devais jamais me consoler. Aujourd'hui, tous mes sentiments sont injustes. Je paye à une passion feinte qu'elle a eue pour moi le même tribut de douleur que je croyais devoir à une passion véritable. Je ne puis ni haïr, ni aimer sa mémoire. Je ne puis me consoler, ni m'affliger. Du moins, me dit-il, en se retournant tout d'un coup vers moi, faites, je vous en conjure, que je ne voie jamais Estouteville. Son nom seul me fait horreur. Je sais bien que je n'ai nul sujet de m'en plaindre. C'est ma faute de lui avoir caché que j'aimais madame de Tournon. S'il l'eût su, il ne s'y serait peut-être pas attaché.
Elle ne m'aurait pas été infidèle. Il est venu me chercher pour me confier sa douleur. Il me fait pitié. Eh, c'est avec raison, s'écria-t-il. Il l'aimait, madame de Tournon. Il en était aimé et il ne la verra jamais. Je sens bien néanmoins que je ne saurais m'empêcher de le haïr. Et encore une fois, je vous conjure de faire en sorte que je ne le voie point. Sancerre se remit ensuite à pleurer, à regretter madame de Tournon, à lui parler et à lui dire les choses du monde les plus tendres. Il repassa ensuite à la haine, aux plaintes, aux reproches et aux imprécations contre elle. Comme je le vis dans un état si violent, je connus bien qu'il me fallait quelque secours pour m'aider à calmer son esprit. J'envoyai quérir son frère que je venais de quitter chez le roi. J'allai lui parler dans l'antichambre avant qu'il n'entrât, et je lui contai l'état où était Sancerre. Nous donnâmes des ordres pour empêcher qu'il ne vît Estouteville, et nous employâmes une partie de la nuit à tâcher de le rendre capable de raison. Le matin, je l'ai trouvé plus affligé. Son frère est demeuré auprès de lui, et je suis revenue auprès de vous. L'on ne peut être plus surprise que je le suis, dit alors madame de Clèves. Et je croyais madame de Tournon incapable d'amour et de tromperie. L'adresse et la dissimulation, reprit monsieur de Clèves, ne peuvent aller plus loin qu'elle les a portées. Remarquez que, quand Sancerre crut qu'elle était changée pour lui, elle était véritablement, et qu'elle commençait à aimer Estouteville. Elle disait à ce dernier qu'il la consolait de la mort de son mari, et que c'était lui qui était cause qu'elle quittait cette grande retraite, et il paraissait à Sancerre que c'était parce que nous avions résolu qu'elle ne témoignerait plus d'être si affligée. Elle faisait valoir à Estouteville de cacher leur intelligence, et de paraître obligée à l'épouser par le commandement de son père, comme un effet du soin qu'il avait de sa réputation, et c'était pour abandonner Sancerre, sans qu'il eût sujet de s'en plaindre. Il faut que je m'en retourne, continua M. de Clèves, pour voir ce malheureux, et je crois qu'il faut que vous reveniez aussi à Paris. Il est temps que vous voyiez le monde, et que vous receviez ce nombre infini de visites dont aussi bien vous ne seriez vous dispensé. Madame de Clèves consentit à son tour, et elle revint le lendemain. Elle se trouva plus tranquille sur M. de Nemours qu'elle n'avait été. Tout ce que lui avait dit madame de Chartres en mourant, et la douleur de sa mort, avaient fait une suspension à ses sentiments qui lui faisait croire qu'ils étaient entièrement effacés. Dès le même soir qu'elle fut arrivée, madame la dauphine vint la voir, et après lui avoir témoigné la part qu'elle avait prise à son affliction, elle lui dit que, pour la détourner de ses tristes pensées, elle voulait l'instruire de tout ce qui s'était passé à la cour en son absence. Elle lui conta ensuite plusieurs choses particulières. « Mais ce que j'ai le plus envie de vous apprendre, ajouta-t-elle, c'est qu'il est certain que monsieur de Nemours est passionnément amoureux et que ses amis les plus intimes non seulement ne sont point dans sa confidence, mais qu'ils ne peuvent deviner qui est la personne qu'il aime. Cependant, cet amour est assez fort pour lui faire négliger ou abandonner, pour mieux dire, les espérances d'une couronne. » Madame la dauphine conta ensuite tout ce qui s'était passé sur l'Angleterre. « J'ai appris ce que je viens de vous dire, continua-t-elle, de M. d'Anville. Il m'a dit ce matin que le roi envoya quérir hier soir M. de Nemours sur des lettres de Lignerolles qui demandait à revenir et qui écrit au roi qu'il ne peut plus soutenir auprès de la reine d'Angleterre les retardements de M. de Nemours, qu'elle commence à s'en offenser et qu'encore qu'elle n'eût point donné de paroles positives, elle en avait assez dit pour faire hasarder un voyage. Le roi lut cette lettre à M. de Nemours, qui, au lieu de parler sérieusement, comme il avait fait dans les commencements, ne fit que rire, que badiner, et se moquer des espérances de Lignerolles. Il dit que toute l'Europe condamnerait son imprudence s'il hasardait d'aller en Angleterre comme un prétendu mari de la reine sans être assuré du succès. Il me semble aussi, ajouta-t-il, que je prendrais mal mon temps de faire ce voyage présentement que le roi d'Espagne fait de si grande instance pour épouser cette reine. Ce ne serait peut-être pas un rival bien redoutable dans une galanterie, mais je pense que dans un mariage, votre majesté ne me conseillerait pas de lui disputer quelque chose. « Je vous le conseillerais en cette occasion, reprit le roi, mais vous n'aurez rien à lui disputer. Je sais qu'il a d'autres pensées, et que, quand il n'aurait pas, la reine Marie s'en est trop mal trouvée du joug de l'Espagne pour croire que sa sœur la veuille reprendre, et qu'elle se laisse éblouir à l'éclat de tant de couronnes jointes ensemble. Si elle ne s'en laisse pas éblouir, repartit M. de Nemours, il y a apparence qu'elle voudrait se rendre heureuse par l'amour. Elle a aimé le milord Courtenay, il y a déjà quelques années. Il était aussi aimé de la reine Marie, qui l'aurait épousé du consentement de toute l'Angleterre, sans qu'elle connût que la jeunesse et la beauté de sa sœur Élisabeth le touchaient davantage que l'espérance de régner.
Votre Majesté sait que les violentes jalousies qu'elle en eut la portèrent à les mettre l'un et l'autre en prison, à exiler ensuite le milord Coutonnet et la déterminèrent enfin à épouser le roi d'Espagne. Je crois qu'Élisabeth, qui est présentement sur le trône, rappellera bientôt ce milord, et qu'elle choisira un homme qu'elle a aimé, qui est fort aimable, qui a tant souffert pour elle, plutôt qu'un autre qu'elle n'a jamais vu. Je serais de votre avis, repartit le roi, si Courtenay vivait encore, mais je suis depuis quelques jours qu'il est mort à Padoue, où il était relégué. Je vois bien, ajouta-t-il en quittant M. de Nemours, qu'il faudrait faire votre mariage comme on ferait celui de M. le Dauphin, et envoyer épouser la reine d'Angleterre par des ambassadeurs. M. d'Anville et M. le vidame, qui étaient chez le roi avec M. de Nemours, sont persuadés que c'est cette même passion dont il est occupé qui le détourne d'un si grand dessein. Le vidame, qui le voit de plus près que personne, a dit à madame de Martigues que ce prince est tellement changé qu'il ne le reconnaît plus, et ce qui l'étonne davantage, c'est qu'il ne lui voit aucun commerce, ni aucune heure particulière où il se dérobe, en sorte qu'il croit qu'il n'a point d'intelligence avec la personne qu'il aime, et c'est ce qui fait méconnaître M. de Nemours de lui voir aimer une femme qui ne répond point à son amour. Quel poison pour madame de Clèves que le discours de madame la dauphine! Le moyen de ne se pas reconnaître pour cette personne dont on ne savait point le nom, et le moyen de n'être pas pénétré de reconnaissance et de tendresse en apprenant, par une voix qui ne lui pouvait être suspecte, que ce prince qui touchait déjà son cœur cachait sa passion à tout le monde et négligeait pour l'amour d'elle les espérances d'une couronne. Ainsi ne peut-on représenter ce qu'elle sentit, et le trouble qui s'éleva dans son âme. Si madame la dauphine l'eût regardé avec attention, elle eût aisément remarqué que les choses qu'elle venait de dire ne lui étaient pas indifférentes. Mais comme elle n'avait aucun soupçon de la vérité, elle continua de parler sans y faire de réflexion. « Monsieur d'Anville, ajouta-t-elle, qui, comme je viens de vous dire, m'a appris tout ce détail, m'en croit mieux instruite que lui, et il a une si grande opinion de mes charmes qu'il est persuadé que je suis la seule personne qui puisse faire de si grands changements en monsieur de Nemours. » Ces dernières paroles de madame la dauphine donnèrent une autre sorte de trouble à madame de Clèves que celui qu'elle avait eu quelques moments auparavant. « Je serais aisément de l'avis de monsieur d'Anville, répondit-elle, et il y a beaucoup d'apparence, madame, qu'il ne faut pas moins qu'une princesse telle que vous pour faire mépriser la reine d'Angleterre. »« Je vous l'avouerais si je le savais, repartit madame la dauphine, et je le saurais s'il était véritable. Ces sortes de passions n'échappent point à la vue de celles qui les causent. Ils s'en aperçoivent les premières. Monsieur de Nemours ne m'a jamais témoigné que de légères complaisances. Mais il y a néanmoins une si grande différence de la manière dont il a vécu avec moi à celle dont il vit précisément, que je puis vous répondre que je ne suis pas la cause de l'indifférence qu'il a pour la couronne d'Angleterre. Je m'oublie avec vous, ajouta madame la dauphine, et je me souviens pas qu'il faut que j'aille voir madame. Vous savez que la paix est quasi conclue, mais vous ne savez pas que le roi d'Espagne n'a voulu passer aucun article qu'à condition d'épouser cette princesse, au lieu du prince don Carlos son fils. Le roi a eu beaucoup de peine à s'y résoudre. Enfin, il y a consenti, et il est allé tantôt annoncer cette nouvelle à madame. Je crois qu'elle sera inconsolable. Ce n'est pas une chose qui puisse plaire d'épouser un homme de l'âge et de l'humeur du roi d'Espagne, surtout à elle, qui a toute la joie que donne la première jeunesse jointe à la beauté, et qui s'attendait d'épouser un jeune prince pour qui elle a de l'inclination sans l'avoir vu. Je ne sais si le roi en elle trouvera toute l'obéissance qu'il désire. Il m'a chargé de la voir parce qu'il sait qu'elle m'aime et qu'il croit que j'aurai quelque pouvoir sur son esprit. Je ferai ensuite une autre visite bien différente. J'irai me réjouir avec madame sœur du roi. Tout est arrêté pour son mariage avec monsieur de Savoie. Il sera ici dans peu de temps. Jamais personne de l'âge de cette princesse n'a eu une joie si entière de se marier. La cour va être plus belle et plus grosse qu'on ne l'a jamais vue. Et malgré votre affliction, il faut que vous veniez nous aider à faire voir aux étrangers que nous avons pas de médiocre beauté. » Après ces paroles, madame la dauphine quitta madame de Clèves, et le lendemain le mariage de madame fut su de tout le monde. Les jours suivants,
Le roi et les reines allèrent voir madame de Clèves. Monsieur de Nemours, qui avait attendu son retour avec une extrême impatience et qui souhaitait ardemment de lui pouvoir parler sans témoin, attendit pour aller chez elle l'heure que tout le monde en sortirait et qu'apparemment il ne reviendrait plus personne. Il réussit dans son dessein et il arriva, comme les dernières visites en sortaient. Cette princesse était assise sur son lit. Il faisait chaud, et la vue de monsieur de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. Il s'assit vis-à-vis d'elle avec cette crainte et cette timidité que donnent les véritables passions. Il demeura quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves n'était pas moins interdite, de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence. Enfin, monsieur de Nemours prit la parole et lui fit des compliments sur son affliction. Madame de Clèves était bien aise de continuer la conversation sur ce sujet, parla assez longtemps de la perte qu'elle avait faite, et enfin elle dit que, quand le temps aurait diminué la violence de sa douleur, il lui en demeurerait toujours une si forte impression que son humeur en serait changée. Les grandes afflictions et les passions violentes, repartit M. de Nemours, font de grands changements dans l'esprit, et pour moi, je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement, et même madame la dauphine m'en parlait encore hier. Il est vrai, repartit madame de Clèves, qu'elle l'a remarqué, et je crois lui en avoir ouï dire quelque chose. Je ne suis pas fâché, madame, répliqua M. de Nemours, qu'elle s'en soit aperçue, mais je voudrais qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir. Il y a des personnes à qui on ose donner d'autres exemples, d'autres marques de la passion qu'on a pour elles que par les choses qui ne les regardent point. Et n'osant leur faire paraître qu'on les aime, on voudrait du moins qu'elles vissent que l'on ne veut être aimé de personne. L'on voudrait qu'elles sussent qu'il n'y a point de beauté, dans quelque rang qu'elle pût être, que l'on ne regardât avec indifférence, et qu'il n'y a point de couronne que l'on voulût acheter au prix de les voir jamais. Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles, continua-t-il, par le soin qu'on prend de leur plaire et de les chercher, mais ce n'est pas une chose difficile pour peu qu'elles soient aimables. Ce qui est difficile, c'est de ne s'abandonner pas au plaisir de les suivre, c'est de les éviter, par la peur de laisser paraître au public, et quasi elles-mêmes les sentiments que l'on a pour elles. Et ce qui marque encore mieux un véritable attachement, c'est de devenir entièrement opposé à ce que l'on était, et de n'avoir plus d'ambition, ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupée de l'un et de l'autre. Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ces paroles. Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne les pas souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre, ni témoigner qu'elle les prit pour elle. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de M. de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Elle y voyait la confirmation de tout ce que lui avait fait penser madame la dauphine. Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux, mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible. L'inclination qu'elle avait pour ce prince lui donnait un trouble dont elle n'était pas maîtresse. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que des déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Elle demeurait donc sans répondre, et M. de Nemours se fut aperçu de son silence, dont il n'aurait peut-être pas tiré de mauvais présages si l'arrivée de M. de Clèves n'eût fini la conversation et sa visite. Ce prince venait conter à sa femme des nouvelles de Sancerre, mais elle n'avait pas une grande curiosité pour la suite de cette aventure. Elle était si occupée de ce qui venait de se passer qu'à peine pouvait-elle cacher la distraction de son esprit. Quand elle fut en liberté de rêver, elle connut bien qu'elle s'était trompée lorsqu'elle avait cru n'avoir plus d'indifférence pour M. de Nemours. Ce qu'il lui avait dit avait fait toute l'impression qu'il pouvait souhaiter et l'avait entièrement persuadé de sa passion. Les actions de ce prince s'accordaient trop bien avec ses paroles pour laisser quelque doute à cette princesse. Elle ne se flatta plus de l'espérance de ne pas l'aimer. Elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque. C'était une entreprise difficile, dont elle connaissait déjà les peines. Elle savait que le seul moyen d'y réussir était d'éviter la présence de ce prince, et comme son deuil lui donnait lieu d'être plus retiré que de coutume, elle se servit de ce prétexte pour n'aller plus dans les lieux où il la pouvait voir. Elle était dans une tristesse profonde. La mort de sa mère en paraissait la cause, et l'on n'en cherchait point d'autre. M. de Nemours était désespéré de ne la voir presque plus, et sachant qu'il ne la trouverait dans aucune assemblée et dans aucun des divertissements où était toute la cour, il ne pouvait se résoudre d'y paraître.
Il feignit une passion grande pour la chasse. Il en faisait des parties les mêmes jours qu'il y avait des assemblées chez la reine. Une légère maladie lui servit longtemps de prétexte pour demeurer chez lui et pour éviter d'aller dans tous les lieux où il savait bien que madame de Clèves ne serait pas. Monsieur de Clèves fut malade à peu près dans le même temps. Madame de Clèves ne sortit point de sa chambre pendant son mal, mais quand il se porta mieux, qu'il vit du monde et entre autres monsieur de Nemours, qui, sur le prétexte d'être encore faible, y passait la plus grande partie du jour, elle trouva qu'il n'y pouvait plus demeurer. Elle n'eut pas néanmoins la force d'en sortir les premières fois qu'il y vint. Il y avait trop longtemps qu'elle ne l'avait vu, pour se résoudre à ne le voir pas. Ce prince trouva le moyen de lui faire entendre, par des discours qui ne semblaient que généraux, mais qu'elle entendait néanmoins parce qu'ils avaient du rapport à ce qu'il lui avait dit chez elle, qu'il allait à la chasse pour rêver et qu'il n'allait point aux assemblées parce qu'elle n'y était pas. Elle exécuta enfin la résolution qu'elle avait prise de sortir de chez son mari lorsqu'il y serait. Ce fut toutefois en se faisant une extrême violence. Ce prince vit bien qu'elle le fuyait et fut sensiblement touché. Monsieur de Clèves ne prit pas garde d'abord à la conduite de sa femme, mais enfin il s'aperçut qu'elle ne voulait pas être dans sa chambre lorsqu'il y avait du monde. Il lui en parla, et elle lui répondit qu'elle ne croyait pas que la bienséance voulût qu'elle fût tous les soirs avec ce qu'il y avait de plus jeune à la cour, qu'elle le suppliait de trouver bon qu'elle fît une vie plus retirée qu'elle n'avait accoutumé, que la vertu et la présence de sa mère autorisaient beaucoup de choses qu'une femme de son âge ne pouvait soutenir. Monsieur de Clèves, qui avait naturellement beaucoup de douceur et de complaisance pour sa femme, n'en eut pas en cette occasion, et lui dit qu'il ne voulait pas absolument qu'elle changeât de conduite. Elle fut prête de lui dire que le bruit était dans le monde que monsieur de Nemours était amoureux d'elle, mais elle n'eut pas la force de le nommer. Elle sentit aussi de la honte, de se vouloir servir d'une fausse raison et de déguiser la vérité à un homme qui avait si bonne opinion d'elle. Quelques jours après, le roi était chez la reine à l'heure du cercle. L'on parla des horoscopes et des prédictions. Les opinions étaient partagées sur la croyance que l'on y devait donner. La reine y ajoutait beaucoup de foi. Elle soutint qu'après tant de choses qui avaient été prédites et que l'on avait vu arriver, on ne pouvait douter qu'il n'y eût quelque certitude dans cette science. D'autres soutenaient que, parmi ce nombre infini de prédictions, le peu qui se trouvait véritable faisait bien voir que ce n'était qu'un effet de hasard. J'ai eu autrefois beaucoup de curiosité pour l'avenir, dit le roi, mais on m'a dit tant de choses fausses et si peu vraisemblables que je suis demeuré convaincu que l'on ne peut rien savoir de véritable. Il y a quelques années qu'il vint ici un homme d'une grande réputation dans l'astrologie. Tout le monde alla voir. J'y allai comme les autres, mais sans lui dire qui j'étais, et je menai M. de Guise et d'Escars. Je les fis passer les premiers. L'astrologue néanmoins s'adressa d'abord à moi, comme s'il me jugeait le maître des autres. Peut-être qu'il me connaissait. Cependant, il me dit une chose qui ne me convenait pas s'il me connut. Il me prédit que je serais tué en duel. Il dit ensuite à M. de Guise qu'il serait tué par derrière, et à d'Escars qu'il aurait la tête cassée d'un coup de pied de cheval. M. de Guise s'offensa quasi de ces prédictions, comme si on l'eût accusé de devoir fuir. D'Escars ne fut guère satisfait de trouver qu'il devait finir par un accident si malheureux. Enfin, nous sortîmes tous très malcontents de l'astrologue. Je ne sais ce qui arrivera à M. de Guise et à d'Escars, mais il n'y a guère d'apparence que je sois tué en duel. Nous venons de faire la paix, le roi d'Espagne et moi, et quand nous ne l'aurions pas fait, je doute que nous nous battions et que je le fisse appeler comme le roi mon père fut appelé Charles Quint. Après le malheur que le roi conta qu'on lui avait prédit, ceux qui avaient soutenu l'astrologie en abandonnèrent le parti et tombèrent d'accord qu'il n'y fallait donner aucune croyance. Pour moi, dit tout haut M. de Nemours, je suis l'homme du monde qui doit le moins en y avoir, et se tournant vers madame de Clèves, auprès de qui il était, on m'a prédit, lui dit-il tout bas, que je serais heureux par les bontés de la personne du monde pour qui j'aurais la plus violente et la plus respectueuse passion. Vous pouvez juger, madame, si je dois croire aux prédictions. Madame la dauphine qui crut, parce que M. de Nemours avait dit tout haut que ce qu'il disait tout bas était quelque fausse prédiction qu'on lui avait faite, demanda à ce prince ce qu'il disait à madame de Clèves. S'il eut au moins de présence d'esprit, il eût été surpris de cette demande, mais prenant la parole sans hésiter. « Je lui disais, madame, répondit-il, que l'on m'a prédit que je serais élevé à une si haute fortune que je n'oserais même pas y prétendre. »« Si l'on ne vous a fait que cette prédiction, répartit madame la dauphine en souriant, et pensant à l'affaire d'Angleterre, je ne vous conseille pas de décrier l'astrologie, et vous pourriez trouver des raisons pour la soutenir. »
Madame de Clèves comprit bien ce que voulait dire madame la dauphine, mais elle entendait bien aussi que la fortune dont M. de Nemours voulait parler n'était pas d'être roi d'Angleterre. Comme il y avait déjà assez longtemps de la mort de sa mère, il fallait qu'elle commençât à paraître dans le monde et à faire sa cour comme elle avait accoutumé. Elle voyait M. de Nemours chez madame la dauphine, elle le voyait chez M. de Clèves, où il venait souvent avec d'autres personnes de qualité de son âge, afin de ne pas se faire remarquer, mais elle ne le voyait plus qu'avec un trouble dont il s'apercevait aisément. Quelques applications qu'elle eut à éviter ses regards et à lui parler moins qu'à un autre, il lui échappait de certaines choses qui partaient d'un premier mouvement qui faisait juger à ce prince qu'il ne lui était pas indifférent. Un homme moins pénétrant que lui ne s'en fût peut-être pas aperçu, mais il avait déjà été aimé tant de fois qu'il était difficile qu'il ne connût pas quand on l'aimait. Il voyait bien que le chevalier de Guise était son rival, et ce prince connaissait que M. de Nemours était le sien. Il était le seul homme de la cour qui eût démêlé cette vérité. Son intérêt l'avait rendu plus clairvoyant que les autres. La connaissance qu'ils avaient de leurs sentiments leur donnait une aigreur qui paraissait en toutes choses sans éclater néanmoins par aucun démêlé. Mais ils étaient opposés en tout. Ils étaient toujours de différents partis dans les courses de bagues, dans les combats à la barrière, et dans tous les divertissements où le roi s'occupait de leur émulation était si grande qu'elle ne se pouvait cacher. L'affaire d'Angleterre revenait souvent dans l'esprit de madame de Clèves. Il lui semblait que M. de Nemours ne résisterait point aux conseils du roi et aux instances de Lignerolles. Elle voyait avec peine que ce dernier n'était point encore de retour, et elle l'attendait avec impatience. Si elle eût suivi ses mouvements, elle se serait informée avec soin de l'état de cette affaire, mais le même sentiment qui lui donnait de la curiosité l'obligeait à la cacher, et elle s'enquérait seulement de la beauté de l'esprit et de l'humeur de la reine d'Élisabeth. On apporta un de ses portraits chez le roi, qu'elle trouva plus beau qu'elle n'avait envie de le trouver, et elle ne put s'empêcher de dire qu'elle était flattée. « Je ne le crois pas, reprit madame la dauphine, qui était présente. Cette princesse a la réputation d'être belle et d'avoir un esprit fort au-dessus du commun, et je sais bien qu'on me l'a proposé toute ma vie pour exemple. Elle doit être aimable si elle ressemble à Anne de Boulêne, sa mère. Jamais femme n'a eu tant de charme et tant d'agrément dans sa personne et dans son humeur. J'ai ouï dire que son visage avait quelque chose de vif et de singulier, et qu'elle n'avait aucune ressemblance avec les autres beautés anglaises. Il me semble aussi, reprit madame de Clèves, que l'on dit qu'elle était née en France. Ceux qui l'ont cru se sont trompés, répondit madame la dauphine, et je vais vous conter son histoire en peu de mots. Elle était d'une bonne maison d'Angleterre. Henri VIII avait été amoureux de sa sœur et de sa mère, et l'on a même soupçonné qu'elle était sa fille. Elle vint ici avec la sœur de Henri VII qui épousa le roi Louis XII. Cette princesse, qui était jeune et galante, eut beaucoup de peine à quitter la cour de France après la mort de son mari. Mais Anne de Boleyn, qui avait les mêmes inclinaisons que sa maîtresse, ne put se résoudre à partir. Le feu roi en était amoureux, et elle demeura fille d'honneur de la reine Claude. Cette reine mourut, et madame Marguerite, sœur du roi, duchesse d'Alençon, et depuis reine de Navarre, dont vous avez vu les contes, la prit auprès d'elle, et elle prit auprès de cette princesse les teintures de la religion nouvelle. Elle retourna ensuite en Angleterre et y charma tout le monde. Elle avait les manières de France qui plaisent à toutes les nations. Elle chantait bien, elle dansait admirablement. On la mit fille de la reine Catherine d'Aragon, et le roi Henri VIII en devint éperdument amoureux. Le cardinal de Wolsey, son favori et son premier ministre, avait prétendu au pontificat, et mal satisfait de l'empereur, qui ne l'avait pas soutenu dans cette prétention, il résolut de s'en venger et d'unir le roi, son maître, à la France. Il mit dans l'esprit de Henri VIII que son mariage avec la tante de l'empereur était nul, et lui proposa d'épouser la duchesse d'Alençon, dont le mari venait de mourir. Anne de Boulêne, qui avait de l'ambition, regarda ce divorce comme un chemin qui la pouvait conduire au trône. Elle commença à donner au roi d'Angleterre des impressions de la religion de Luther et engagea le feu roi à favoriser à Rome le divorce de Henri sur l'espérance du mariage de madame d'Alençon. Le cardinal de Wolsey se fit député en France sur d'autres prétextes pour traiter cette affaire, mais son maître ne put se résoudre à souffrir qu'on en fît seulement la proposition, et il lui envoya un ordre à Calais de ne point parler de ce mariage. Au retour de France, le cardinal de Wolsey fut reçu avec des honneurs pareils à ceux que l'on rendait au roi. Jamais favori n'a porté l'orgueil et la vanité à un si haut point.
Il ménagea une entrevue entre les deux rois qui se fit à Boulogne. François Ier donna la main à Henri VIII, qui ne la voulut point recevoir. Ils se traitèrent tour à tour avec une magnificence extraordinaire et se donnèrent des habits pareils à ceux qu'ils avaient fait faire pour eux-mêmes. Je me souviens d'avoir ouï dire que ce que le feu roi envoya au roi d'Angleterre était de satin cramoisi, chamarré en triangle, avec des perles et des diamants, et la robe de velours blanc brodée d'or. Après avoir été quelques jours à Boulogne, ils allèrent encore à Calais. Anne de Boulêne était logée chez Henri VIII avec le train d'une reine, et François Ier lui fit les mêmes présents et lui rendit les mêmes honneurs que si elle l'eût été. Enfin, après une passion de 9 années, Henri l'épousa sans attendre la dissolution de son premier mariage, qu'il demandait à Rome depuis longtemps. Le pape prononça les fulminations contre lui avec précipitation, et Henri en fut tellement irrité qu'il se déclara chef de la religion et entraîna toute l'Angleterre dans le malheureux changement où vous la voyez. Anne de Boulêne ne jouit pas longtemps de sa grandeur, car lorsqu'elle la croyait plus assurée par la mort de Catherine d'Aragon, un jour qu'elle assistait avec toute la cour à des courses de bagues que faisait le vicomte de Rochefort, son frère, le roi, en fut frappé d'une telle jalousie qu'il quitta brusquement le spectacle, s'en va à Londres et laissa ordre d'arrêter la reine, le vicomte de Rochefort et plusieurs autres qu'il croyait amants ou confidents de cette princesse. Quoique cette jalousie parût née dans ce moment, il y avait déjà quelque temps qu'elle lui avait été inspirée par la vicomtesse de Rochefort, qui, ne pouvant souffrir la liaison étroite de son mari avec la reine, la fit regarder au roi comme une amitié criminelle, en sorte que ce prince, qui d'ailleurs était amoureux de Jeanne ses mères, ne songea qu'à se défaire d'Anne de Boleyn en moins de 3 semaines. Il fit faire le procès à cette reine et à son frère, leur fit couper la tête et épousa Jeanne ses mères. Il eut ensuite plusieurs femmes qu'il répudia, ou qu'il fit mourir, et entre autres Catherine Havart, dont la comtesse de Rochefort était confidente et qui eut la tête coupée avec elle. Elle fut ainsi punie des crimes qu'ils avaient supposés à Anne de Boulêne, et Henri VIII mourut étant devenu d'une grosseur prodigieuse. Toutes les dames qui étaient présentes au récit de Madame la Dauphine la remercièrent de les avoir si bien instruites de la cour d'Angleterre, et, entre autres, Madame de Clèves, qui ne put s'empêcher de lui faire encore plusieurs questions sur la reine Élisabeth. La reine Dauphine faisait faire des portraits en petit de toutes les belles personnes de la cour pour les envoyer à la reine et sa mère. Le jour qu'on achevait celui de Madame de Clèves, Madame la Dauphine vint passer l'après-midi chez elle. Monsieur de Nemours ne manqua pas de s'y trouver. Il ne laissait échapper aucune occasion de voir Madame de Clèves, sans laisser paraître néanmoins qu'il les cherchait. Elle était si belle ce jour-là qu'il en serait devenu amoureux, quand il ne l'aurait pas été. Il n'osait pourtant avoir les yeux attachés sur elle pendant qu'on la peignait, et il craignait de laisser trop voir le plaisir qu'il avait à la regarder. Madame la Dauphine demanda à Madame de Clèves un petit portrait qu'il avait de sa femme, pour le voir auprès de celui qu'on achevait. Tout le monde dit son sentiment de l'un et de l'autre, et Madame de Clèves ordonna au peintre de raccommoder quelque chose à la coiffure de celui que l'on venait d'apporter. Le peintre, pour lui obéir, ôta le portrait de la boîte où il était, et après y avoir travaillé, il le remit sur la table. Il y avait longtemps que M. de Nemours souhaitait d'avoir le portrait de Madame de Clèves. Lorsqu'il vit celui qui était à M. de Clèves, il ne put résister à l'envie de le dérober à un mari qu'il croyait tendrement aimé, et il pensa que, parmi tant de personnes qui étaient dans ce même lieu, il ne serait pas soupçonné plutôt qu'un autre. Madame la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Madame de Clèves qui était debout devant elle. Madame de Clèves aperçut par un des rideaux qui n'était qu'à demi fermé Monsieur de Nemours le dos contre la table qui était au pied du lit, et elle vit que, sans tourner la tête, il prenait adroitement quelque chose sur cette table. Elle n'eut pas de peine à deviner que c'était son portrait, et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas et lui demanda tout haut ce qu'elle regardait. Monsieur de Nemours se tourna à ces paroles. Il rencontra les yeux de Madame de Clèves qui étaient encore attachés sur lui, et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire. Madame de Clèves n'était pas peu embarrassée. La raison voulait qu'elle demandât son portrait, mais on le demanda publiquement, c'était apprendre à tout le monde les sentiments que ce prince avait pour elle, et en le lui demandant en particulier, c'était quasi l'engager à lui parler de sa passion. Enfin,
Elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser, et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle lui pouvait faire sans qu'il sût même qu'elle lui faisait. Monsieur de Nemours, qui remarquait son embarras et qui en devinait quasi la cause, s'approcha d'elle et lui dit tout bas: « Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez. Je n'ose vous en demander davantage. » Il se retira après ces paroles et n'attendit point sa réponse. Madame la dauphine sortit pour s'aller promener suivie de toutes les dames, et monsieur de Nemours alla se renfermer chez lui, ne pouvant soutenir en public la joie d'avoir un portrait de madame de Clèves. Il sentait tout ce que la passion peut faire sentir de plus agréable. Il aimait la plus aimable personne de la cour. Il s'en faisait aimer malgré cela, et il voyait dans toutes ses actions cette sorte de trouble et d'embarras que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse. Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin. Comme on trouvait la boîte où il devait être, l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé, et l'on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves était affligé de cette perte, et après qu'on eut encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelques amants cachés à qui elle avait donné ce portrait, ou qu'il l'avait dérobé, et qu'un autre qu'un amant ne serait pas contenté de la peinture sans la boîte. Ces paroles, quoique dites en riant, firent une vive impression dans l'esprit de madame de Clèves. Elles lui donnèrent des remords. Elle fit réflexion à la violence de l'inclination qui l'entraînait vers monsieur de Nemours. Elle trouva qu'elle n'était plus maîtresse de ses paroles et de son visage. Elle pensa que Lignerolles était revenu, qu'elle ne craignait plus l'affaire d'Angleterre, qu'elle n'avait plus de soupçons sur madame la dauphine, qu'enfin il n'y avait plus rien qui la pût défendre, et qu'il n'y avait de sûreté pour elle qu'en s'éloignant. Mais comme elle n'était pas maîtresse de s'éloigner, elle se trouvait dans une grande extrémité et prête à tomber dans ce qui lui paraissait le plus grand des malheurs, qui était de laisser voir à monsieur de Nemours l'inclination qu'elle avait pour lui. Elle se souvenait de tout ce que madame de Chartres lui avait dit en mourant, et des conseils qu'elle lui avait donnés de prendre toutes sortes de partis, quelque difficiles qu'ils puissent être, plutôt que de s'embarquer dans une galanterie. Ce que monsieur de Clèves lui avait dit sur la sincérité, en parlant de madame de Tournon, lui revint dans l'esprit. Et il lui sembla qu'elle lui devait avouer l'inclination qu'elle avait pour monsieur de Nemours. Cette pensée l'occupa longtemps. Ensuite, elle fut étonnée de l'avoir eue. Elle y trouva de la folie et retomba dans l'embarras de ne savoir quel parti prendre. La paix était signée. Madame Élisabeth, après beaucoup de répugnance, s'était résolue à obéir au roi son père. Le duc d'Albe avait été nommé pour venir l'épouser au nom du roi catholique, et il devait bientôt arriver. L'on attendait le duc de Savoie, qui venait épouser madame, sœur du roi, et dont les noces se devaient faire en même temps. Le roi ne songeait qu'à rendre ces noces célèbres par des divertissements où il pût paraître l'adresse et la magnificence de sa cour. On proposa tout ce qui pouvait faire de plus grand pour des ballets et des comédies, mais le roi trouva ces divertissements trop particuliers, et il en voulut d'un plus grand éclat. Il résolut de faire un tournoi où les étrangers seraient reçus et dont le peuple pourrait être spectateur. Tous les princes et les jeunes seigneurs entrèrent avec joie dans le dessein du roi, et surtout le duc de Ferrare, M. de Guise et M. de Nemours, qui surpassaient tous les autres dans ces sortes d'exercices. Le roi les choisit pour être avec lui les 4 tenants du tournoi. L'on fit publier par tout le royaume qu'en la ville de Paris, le pas était ouvert au 15e jour par sa majesté très chrétienne et par les princes Alphonse d'Este, duc de Ferrare, François de Lorraine, duc de Guise, et Jacques de Savoie, duc de Nemours, pour être tenus contre tout venant à commencer le premier combat à cheval en lice, en double pièce, 4 coups de lance et 1 pour les dames, le deuxième combat à coups d'épée, 1 à 1 ou 2 à 2, à la volonté des maîtres du camp, le troisième combat à pied, 3 coups de pique et 6 coups d'épée, que les tenants fourniraient de lances, d'épée et de pique au choix des assaillants, et que si en courant on donnait au cheval, on serait mis hors des rangs, qu'il y aurait 4 maîtres du camp pour donner les ordres, et que ceux des assaillants qui auraient le plus rompu et le mieux fait auraient un prix dont la valeur serait à la discrétion des juges, que tous les assaillants, tant français qu'étrangers, seraient tenus de venir toucher à l'un des écus qui serait pendu au perron, au bout de la lice ou à plusieurs selon leur choix, que là ils trouveraient un officier d'armes qui les recevrait pour les enrôler selon leur rang et selon les écus qu'ils auraient touchés, que les assaillants seraient tenus de faire apporter par un gentilhomme leur écu avec leur âme, pour le prendre au perron 3 jours avant le commencement du tournoi,
qu'autrement il n'y serait point reçu sans le congé des tenants. On fit faire une grande lice proche de la Bastille qui venait du château des Tournelles, qui traversait la rue Saint-Antoine et qui allait rendre aux écuries royales. Il y avait des deux côtés des échafauds et des amphithéâtres avec des loges couvertes, qui formaient des espèces de galeries qui faisaient un très bel effet à la vue et qui pouvaient contenir un nombre infini de personnes. Tous les princes et seigneurs ne furent plus occupés que du soin d'ordonner ce qui leur était nécessaire, pour paraître avec éclat et pour mêler dans leurs chiffres ou dans leurs devises quelque chose de galant qui eût rapport aux personnes qu'ils aimaient. Peu de jours avant l'arrivée du duc d'Albe, le roi fit une partie de paume avec M. de Nemours, le chevalier de Guise et le vidame de Chartres. Les reines les allèrent voir jouer, suivies de toutes les dames et entre autres de Madame de Clèves. Après que la partie fut finie, comme l'on sortait du jeu de paume, Chastelard s'approcha de la reine dauphine et lui dit que le hasard lui venait de mettre entre les mains une lettre de galanterie qui était tombée de la poche de M. de Nemours. Cette reine, qui avait toujours de la curiosité pour ce qui regardait ce prince, dit à Chastelard de la lui donner. Elle la prit et suivit la reine, sa belle-mère, qui s'en allait avec le roi voir travailler à la lice. Après que l'on y ait été quelque temps, le roi fit amener des chevaux qu'il avait fait venir depuis peu. Quoiqu'ils ne fussent pas encore dressés, il les voulut monter et en fit donner à tous ceux qui l'avaient suivi. Le roi et M. de Nemours se trouvèrent sur les plus fougueux. Ces chevaux se voulurent jeter l'un à l'autre. M. de Nemours, par la crainte de blesser le roi, recula brusquement et porta son cheval contre un pilier du manège avec tant de violence que la secousse le fit chanceler. On courut à lui et on le crut considérablement blessé. Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. L'intérêt qu'elle y prenait lui donna une appréhension et un trouble qu'elle ne songea pas à cacher. Elle s'approcha de lui avec les reines et avec un visage aussi changé qu'un homme moins intéressé que le chevalier de Guise s'en fut aperçu. Aussi le remarqua-t-il aisément, et il eut bien plus d'attention à l'état où était Madame de Clèves qu'à celui où était M. de Nemours. Le coup que ce prince s'était donné lui causa un si grand éblouissement qu'il demeura quelque temps la tête penchée sur ceux qui le soutenaient. Quand il la releva, il vit d'abord Madame de Clèves. Il connut, sur son visage, la pitié qu'elle avait de lui, et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché. Il fit ensuite des remerciements aux reines de la bonté qu'elle lui témoignait et des excuses de l'état où il avait été devant elle. Le roi lui ordonna de s'aller reposer. Madame de Clèves, après s'être remise de la frayeur qu'elle avait eue, fit bientôt réflexion aux marques qu'elle en avait données. Les chevaliers de Guise ne la laissa pas longtemps dans l'espérance que personne ne s'en serait aperçu. Il lui donna la main pour la conduire hors de la lice. « Je suis plus à plaindre que M. de Nemours, madame, lui dit-il. Pardonnez-moi, si je sors de ce profond respect que j'ai toujours eu pour vous, et si je vous fais paraître la vive douleur que je sens de ce que je viens de voir. C'est la première fois que j'ai été assez hardi pour vous parler, et ce sera aussi la dernière. La mort, ou du moins un éloignement éternel, m'ôteront d'un lieu où je ne puis plus vivre, puisque je viens de perdre la triste consolation de croire que tous ceux qui osent vous regarder sont aussi malheureux que moi. » Madame de Clèves ne répondit que quelques paroles mal arrangées, comme si elle n'eût pas entendu ce que signifiait celle du chevalier de Guise. Dans un autre temps, elle aurait été offensée qu'il lui ait été parlé des sentiments qu'il avait pour elle. Mais dans ce moment, elle ne sentit que l'affliction de voir qu'il s'était aperçu de ceux qu'elle avait pour M. de Nemours. Le chevalier de Guise en fut si convaincu et si pénétré de douleur que, dès ce jour, il prit la résolution de ne penser jamais être aimé de Madame de Clèves. Mais pour quitter cette entreprise qui lui avait paru si difficile et si glorieuse, il en fallait quelques autres dont la grandeur pût l'occuper. Il se mit dans l'esprit de prendre Rodez, dont il avait déjà eu quelques pensées, et quand la mort l'ôta du monde dans la fleur de sa jeunesse, et dans le temps qu'il avait acquis la réputation d'un des plus grands princes de son siècle, le seul regret qu'il témoigna de quitter la vie fut de n'avoir pu exécuter une si belle résolution dont il croyait le succès infaillible par tous les soins qu'il en avait pris. Madame de Clèves, en sortant de la lice, alla chez la reine, l'esprit bien occupé de ce qui s'était passé. Monsieur de Nemours y vint, peu de temps après, habillé magnifiquement, et comme un homme qui ne se sentait pas de l'accident qui lui était arrivé.
Il paraissait même plus gai que de coutume, et la joie de ce qu'il croyait avoir vu lui donnait un air qui augmentait encore son agrément. Tout le monde fut surpris lorsqu'il entra, et il n'y eut personne qui ne lui demandât de ses nouvelles, excepté madame de Clèves qui demeura auprès de la cheminée sans faire semblant de le voir. Le roi sortit d'un cabinet où il était, et le voyant parmi les autres, il l'appela pour lui parler de son aventure. Monsieur de Nemours passa auprès de madame de Clèves et lui dit tout bas: « J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié, madame, mais ce n'est pas de celle dont je suis le plus digne. » Madame de Clèves s'était bien doutée que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui, et ses paroles lui firent voir qu'elle ne s'était pas trompée. Ce lui était une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Elle en avait aussi beaucoup que M. de Nemours les connut. Mais cette dernière douleur n'était pas si entière et elle était mêlée de quelque sorte de douceur. La reine dauphine, qui avait une extrême impatience de savoir ce qu'il y avait dans la lettre que Châtelart lui avait donnée, s'approcha de madame de Clèves. « Allez lire cette lettre, lui dit-elle. Elle s'adresse à M. de Nemours, et selon les apparences, elle est de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Si vous ne la pouvez lire présentement, gardez-la. Venez ce soir à mon coucher pour me la rendre, et pour me dire si vous en connaissez l'écriture. » Madame la dauphine quitta madame de Clèves après ces paroles, et la laissa si étonnée et dans un si grand saisissement qu'elle fut quelque temps sans pouvoir sortir de sa place. L'impatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine. Elle s'en alla chez elle, quoiqu'il ne fût pas l'heure où elle avait accoutumé de se retirer. Elle tenait cette lettre avec une main tremblante. Ses pensées étaient si confuses qu'elle n'en avait aucune distincte. Elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, qu'elle ne connaissait point et qu'elle n'avait jamais sentie. Sitôt qu'elle fut dans son cabinet, elle ouvrit cette lettre et la trouva-t-elle. « Je vous ai trop aimé pour vous laisser croire que le changement qui vous paraît en moi soit un effet de ma légèreté. Je veux vous apprendre que votre infidélité en est la cause. Vous êtes bien surpris que je vous parle de votre infidélité. Vous me l'aviez cachée avec tant d'adresse. Et j'ai pris tant de soin de vous cacher que je le savais, que vous avez raison d'être étonné qu'elle me soit connue. Je suis surprise moi-même que j'ai pu ne vous en rien faire paraître. Jamais douleur n'a été pareille à la même. Je croyais que vous aviez pour moi une passion violente, et je ne vous cachais plus celle que j'avais pour vous. Et dans le temps que je vous la laissais voir tout entière, j'appris que vous me trompiez, que vous en aimiez une autre, et que selon toutes les apparences, vous me sacrifiez à cette nouvelle maîtresse. Je le sus le jour de la course de bague. C'est ce qui fit que je n'y alla point. Je feignis d'être malade pour cacher le désordre de mon esprit. Mais je le devins en effet, et mon corps ne put supporter une si violente agitation. Quand je commençai à me porter mieux, je feignis encore d'être fort mal, afin d'avoir un prétexte, de ne vous point voir et de ne vous point écrire. Je voulus avoir du temps, pour résoudre de quelle sorte j'en devais user avec vous. Je pris, et je quittai 20 fois les mêmes résolutions. Mais enfin, je vous trouvai indigne de voir ma douleur, et je résolus de ne vous la point faire paraître. Je voulus blesser votre orgueil, en vous faisant voir que ma passion s'affaiblissait d'elle-même. Je crus diminuer par là le prix du sacrifice que vous en faisiez. Je ne voulus pas que vous eussiez le plaisir de montrer combien je vous aimais pour en paraître plus aimable. Je résolus de vous écrire des lettres tièdes et languissantes pour jeter dans l'esprit de celle à qui vous les donnez que l'on cessât de vous aimer. Je ne voulus pas qu'elle eût le plaisir d'apprendre que je savais qu'elle triomphait de moi, ni augmenter son triomphe par mon désespoir et par mes reproches. Je pensais que je ne vous punirais pas assez en rompant avec vous, et que je ne vous donnerais qu'une légère douleur si je cessais de vous aimer lorsque vous ne m'aimiez plus. Je trouvais qu'il fallait que vous m'aimassiez pour sentir le mal de n'être point aimé que j'éprouvais si cruellement. Je crus que, si quelque chose pouvait rallumer les sentiments que vous aviez eus pour moi, c'était de vous faire voir que les miens étaient changés. Mais de vous le faire voir en feignant de vous le cacher, et comme si je n'eusse pas eu la force de vous l'avouer. Je m'arrêtai à cette résolution, mais qu'elle me fut difficile à prendre, et qu'en vous revoyant, elle me parut impossible à exécuter. Je fus prête 100 fois à éclater par mes reproches et par mes pleurs. L'état où j'étais encore par ma santé me servit à vous déguiser mon trouble et mon affliction. Je fus soutenue ensuite par le plaisir de dissimuler avec vous comme vous dissimuliez avec moi.
Néanmoins, je me faisais une si grande violence pour vous dire et pour vous écrire que je vous aimais, que vous vîtes plutôt que je n'avais eu dessein de vous laisser voir que mes sentiments étaient changés. Vous en fûtes blessé, vous vous en plaignîtes. Je tâchai de vous rassurer, mais c'était d'une manière si forcée que vous en étiez encore mieux persuadé que je ne vous aimais plus. Enfin, je fis tout ce que j'avais eu intention de faire. La bizarrerie de votre cœur vous fit revenir vers moi, à mesure que vous voyez que je m'éloignais de vous. J'ai joui de tout le plaisir que peut donner la vengeance. Il m'a paru que vous m'aimiez mieux que vous n'aviez jamais fait, et je vous ai fait voir que je ne vous aimais plus. J'ai eu lieu de croire que vous aviez entièrement abandonné celle pour qui vous m'aviez quitté. J'ai eu aussi des raisons pour être persuadée que vous ne lui avez jamais parlé de moi. Mais votre retour et votre discrétion n'ont pu réparer votre légèreté. Votre cœur a été partagé entre moi et une autre. Vous m'avez trompé. Cela suffit pour monter le plaisir d'être aimé de vous, comme je croyais mériter de l'être, et pour me laisser dans cette résolution que j'ai prise de ne vous voir jamais, et dont vous êtes si surpris. Madame de Clèves lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de Nemours ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé et qu'il en aimait d'autres, qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance pour une personne de son humeur qui avait une passion violente, qui venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée, et que si M. de Nemours n'eût point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fût pas souciée qu'il en eût aimé une autre. Mais elle se trompait elle-même, et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie, avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée. Elle voyait, par cette lettre, que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite. Elle lui paraissait digne d'être aimée. Elle lui trouvait plus de courage qu'elle ne s'en trouvait elle-même, et elle enviait la force qu'elle avait eue de cacher ses sentiments à M. de Nemours. Elle voyait, par la fin de la lettre, que cette personne se croyait aimée. Elle pensait que la discrétion que ce prince lui avait fait paraître, et dont elle avait été si touchée, n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre personne à qui il craignait de déplaire. Enfin, elle pensait tout ce qui pouvait augmenter son affliction et son désespoir. Quel retour ne fit-elle point sur elle-même? Quelle réflexion sur les conseils que sa mère lui avait donnés? Combien se repentit-elle de ne s'être pas opiniâtrée à se séparer du commerce du monde, malgré M. de Clèves, ou de n'avoir pas suivi la pensée qu'elle avait eue de lui avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. Elle trouvait qu'elle aurait mieux fait de la découvrir à un mari dont elle connaissait la bonté et qui aurait eu intérêt à la cacher que de la laisser voir à un homme qui en était indigne, qui la trompait, qui la sacrifiait peut-être, et qui ne pensait à être aimé d'elle que par un sentiment d'orgueil et de vanité. Enfin, elle trouva que tous les maux qui lui pouvaient arriver, et toutes les extrémités où elle se pouvait porter, étaient moindres que d'avoir laissé voir à M. de Nemours qu'elle l'aimait et de connaître qu'il en aimait une autre. Tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance, elle n'avait plus rien à craindre d'elle-même et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince. Elle ne pensa guère à l'ordre que madame la dauphine lui avait donné de se trouver à son coucher. Elle se mit au lit et feignit de se trouver mal, en sorte que, quand M. de Clèves revint de chez le roi, on lui dit qu'elle était endormie. Mais elle était bien éloignée de la tranquillité qui conduit au sommeil. Elle passa la nuit sans faire autre chose que s'affliger et relire la lettre qu'elle avait entre les mains. Madame de Clèves n'était pas la seule personne dont cette lettre troublait le repos. Le vidame de Chartres, qui l'avait perdue et non pas M. de Nemours, en était dans une extrême inquiétude. Il avait passé tout le soir chez M. de Guise, qui avait donné un grand souper au duc de Ferrare, son beau-frère et à toutes les jeunesses de la cour. Le hasard fit qu'en soupant, on parla de jolies lettres. Le vidame de Chartres dit qu'il en avait une sur lui, plus jolie que toutes celles qu'il avait jamais été écrites. On le pressa de la montrer, il s'en défendit. M. de Nemours lui soutint qu'il n'en avait point et qu'il ne parla que par vanité. Le vidame lui répondit qu'il poussait sa discrétion à bout, que néanmoins il ne montrerait pas la lettre, mais qu'il en lirait quelques endroits, qui feraient juger que peu d'hommes en recevaient de pareils. En même temps, il voulut prendre cette lettre et ne la trouva point. Il la chercha inutilement. On lui en fit la guerre, mais il parut si inquiet que l'on cessa de lui en parler. Il se retira plus tôt que les autres et s'en alla chez lui avec une impatience pour voir s'il n'avait point laissé la lettre qui lui manquait.
Comme il la cherchait encore, un premier valet de chambre de la reine le vint trouver pour lui dire que la vicomtesse du XVI avait cru nécessaire de l'avertir en diligence que l'on avait dit chez la reine qu'il était tombé une lettre de galanterie de sa poche pendant qu'il était au jeu de paume, que l'on avait raconté une grande partie de ce qui était dans la lettre, que la reine avait témoigné beaucoup de curiosité de la voir, qu'elle l'avait envoyé demander à un de ses gentilshommes servants, mais qu'il avait répondu qu'il l'avait laissé entre les mains de M. de Chastelar. Le premier valet de chambre dit encore beaucoup d'autres choses au vidame de Chartres, qui achevèrent de lui donner un grand trouble. Il sortit à l'heure même pour aller chercher un gentilhomme qui était ami intime de Chastelar. Il le fit lever, quoique l'heure fût extraordinaire, pour aller demander cette lettre, sans dire qui était celui qui la demandait et qui l'avait perdue. Chastelar, qui avait l'esprit prévenu qu'elle était à M. de Nemours et que ce prince était amoureux de madame la dauphine, ne douta point que ce ne fût lui qui lui faisait redemander. Il répondit avec une maligne joie qu'il avait remis la lettre entre les mains de la reine dauphine. Le gentilhomme vint faire cette réponse au vidame de Chartres. Elle augmenta la quiétude qu'il avait déjà et enjoignit encore de nouvelles. Après avoir été longtemps irrésolu sur ce qu'il devait faire, il trouva qu'il n'y avait que M. de Nemours qui pût lui aider à le sortir de l'embarras où il était. Il s'en alla chez lui et entra dans sa chambre que le jour ne commençait qu'à paraître. Ce prince dormait d'un sommeil tranquille. Ce qu'il avait vu le jour précédent de madame de Clèves ne lui avait donné que des idées agréables. Il fut bien surpris de se voir éveillé par le vidame de Chartres, et il lui demanda si c'était pour se venger de ce qu'il lui avait dit pendant le souper qu'il venait troubler son repos. Le vidame lui fit bien juger par son visage qu'il n'y avait rien que de sérieux au sujet qui l'amenait. « Je viens vous confier la plus importante affaire de ma vie, lui dit-il. Je sais bien que vous ne m'en devez pas être obligé, puisque c'est dans un temps où j'ai besoin de votre secours, mais je sais bien aussi que j'aurais perdu de votre estime si je vous avais appris tout ce que je vais vous dire sans que la nécessité m'y eût contraint. J'ai laissé tomber cette lettre dont je parlais hier soir. Il m'est d'une conséquence extrême que personne ne sache qu'elle s'adresse à moi. Elle a été vue de beaucoup de gens qui étaient dans le jeu de paume où elle tomba hier. Vous y étiez aussi et je vous demande en grâce de vouloir bien dire que c'est vous qui l'avez perdue. »« Il faut que vous croyiez que je n'ai point de maîtresse, reprit M. de Nemours en souriant, pour me faire une pareille proposition et pour vous imaginer qu'il n'y ait personne avec qui je puisse brouiller en laissant croire que je reçois de pareilles lettres. »« Je vous prie, dit le vidame, écoutez-moi sérieusement. Si vous avez une maîtresse, comme je n'en doute point, quoique je ne sache pas qui elle est, il vous serait aisé de vous justifier, et je vous en donnerai les moyens infaillibles quand vous ne justifierez pas auprès d'elle. Il ne vous en peut coûter que d'être brouillé pour quelques moments, mais moi, par cette aventure, je déshonore une personne qui m'a passionnément aimée et qui est une des plus inestimables femmes du monde. Et d'un autre côté, je m'attire une haine implacable qui me coûtera ma fortune, et peut-être quelque chose de plus. »« Je ne puis entendre tout ce que vous me dites, répondit M. de Nemours. Mais vous ne me faites entrevoir que les bruits qui ont couru de l'intérêt qu'une grande princesse prenait à vous ne sont pas entièrement faux. »« Ils ne le sont pas aussi, repartit le vidame de Chartres, et plût à Dieu qu'ils le fussent. Je ne me trouverai pas dans l'embarras où je me trouve, mais il faut vous raconter tout ce qui s'est passé, pour vous faire voir tout ce que j'ai à craindre. Depuis que je suis à la cour, la reine m'a toujours traité avec beaucoup de distinction et d'agrément, et j'avais eu lieu de croire qu'elle avait de la bonté pour moi. Néanmoins, il n'y avait rien de particulier, et je n'avais jamais songé à avoir d'autres sentiments pour elle que ceux du respect. J'étais même fort amoureux de madame Thémines. Il est aisé de juger en la voyant qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour elle quand on en est aimé, je l'étais. Il y a près de 2 ans, comme la cour était à Fontainebleau, je me trouvai 2 ou 3 fois en conversation avec la reine, à des heures où il y avait très peu de monde. Il me parut que mon esprit lui plaisait et qu'elle entrait dans tout ce que je disais. Un jour, entre autres, on se mit à parler de la confiance. Je dis qu'il n'y avait personne en qui j'en eusse une entière, que je trouvais que l'on se répandait toujours en avoir et que je savais beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé. La reine me dit qu'elle m'en estimait davantage, qu'elle n'avait trouvé personne en France qui eût du secret, et que c'était ce qui l'avait le plus embarrassé, parce que cela lui avait ôté le plaisir de donner sa confiance, que c'était une chose nécessaire dans la vie que d'avoir quelqu'un à qui on pût parler, et surtout pour les personnes de son rang. Les jours suivants, elle reprit encore plusieurs fois la même conversation. Elle m'apprit même des choses assez particulières qui se passaient. Enfin, il me sembla qu'elle souhaitait de s'assurer de mon secret et qu'elle avait envie de me confier les siens. Cette pensée m'attacha à elle, je fus touchée de cette distinction et je lui fis ma cour avec beaucoup plus d'assiduité que je n'avais accoutumé. Un soir que le roi et toutes les dames s'étaient allés promener à cheval dans la forêt, où elle n'avait pas voulu aller parce qu'elle s'était trouvée un peu mal, je demeurai auprès d'elle. Elle descendit au bord de l'étang et quitta la main de ses écuyers pour marcher avec plus de liberté. Après qu'elle eut fait quelques tours, elle s'approcha de moi et m'ordonna de la suivre. « Je veux vous parler.
me dit-elle, et vous verrez par ce que je veux vous dire que je suis de vos amis. Elle s'arrêta à ces paroles, et me regardant fixement, « Vous êtes amoureux, continua-t-elle, et parce que vous ne vous fiez peut-être à personne, vous croyez que votre amour n'est pas su. Mais il est connu, et même des personnes intéressées. On vous observe, on sait les lieux où vous voyez votre maîtresse. On a à dessein de vous surprendre. Je ne sais qui elle est, je ne vous le demande point, et je veux seulement vous garantir des malheurs où vous pouvez tomber. Voyez, je vous prie, quel piège me tendait la reine, et combien il était difficile de ne pas y tomber. Elle voulait savoir si j'étais amoureux, et en ne me demandant point de qui je l'étais, et en ne me laissant voir que la seule intention de me faire plaisir, elle m'ôtait la pensée qu'elle me parlait par curiosité ou par dessein. Cependant, contre toutes sortes d'apparences, je démêlai la vérité. J'étais amoureux de madame de Thémines, mais quoiqu'elle m'aimât, je n'étais pas assez heureux pour avoir des lieux particuliers à la voir, et pour craindre d'y être surpris, et ainsi je vis bien que ce ne pouvait être elle dont la reine voulut parler. Je savais bien aussi que j'avais une commerce de galanterie avec une autre femme, moins belle et moins sévère que madame de Thémines, et qu'il n'était pas impossible qu'on eût découvert le lieu où je la voyais. Mais comme je m'en souciais peu, il m'était aisé de me mettre à couvert de toutes sortes de périls en cessant de la voir. Ainsi je pris le parti de ne rien avouer à la reine et de l'assurer au contraire qu'il y avait très longtemps que j'avais abandonné le désir de me faire aimer des femmes, dont je pouvais espérer de l'être, parce que je les trouvais quasi tout indignes d'attacher à un honnête homme, et qu'il n'y avait que quelque chose fort au-dessus d'elle qui pût m'engager. « Vous ne me répondez pas sincèrement, » répliqua la reine. « Je sais le contraire de ce que vous me dites. La manière dont je vous parle vous doit obliger à ne me rien cacher. Je veux que vous soyez de mes amis, continua-t-elle, mais je ne veux pas, en vous donnant cette place, ignorer quels sont vos attachements. Voyez, si vous la voulez acheter au prix de me l'apprendre, je vous donne 2 jours pour y penser. Mais après ce temps-là, songez bien à ce que vous me direz, et souvenez que, si dans la suite je trouve que vous m'ayez trompé, je ne vous le pardonnerai de ma vie. » La reine me quitta après m'avoir dit ces paroles sans attendre ma réponse. Vous pouvez croire que je demeurai l'esprit bien rempli de ce qu'elle me venait de dire. Les 2 jours qu'elle m'avait donnés pour y penser ne me parurent pas trop longs pour me déterminer. Je voyais qu'elle voulait savoir si j'étais amoureux et qu'elle ne souhaitait pas que je le fusse. Je voyais les suites et les conséquences du parti que j'allais prendre. Ma vanité n'était pas flattée d'une liaison particulière avec la reine, et une reine dont la personne est encore extrêmement aimable. D'un autre côté, j'aimais madame de Thémines, et quoique je lui fisse une espèce d'infidélité pour cette autre femme dont je vous ai parlé, je ne me pouvais résoudre à rompre avec elle. Je voyais aussi le péril où je m'exposais en trompant la reine, et combien il était difficile de la tromper. Néanmoins, je ne pus me résoudre à refuser ce que la fortune m'offrait, et je pris le hasard de tout ce que ma mauvaise conduite pouvait m'attirer. Je rompis avec cette femme dont on pouvait découvrir le commerce, et j'espérais de cacher celui que j'avais avec madame de Thémines. Au bout des 2 jours que la reine m'avait donnés, comme j'entrai dans la chambre où toutes les dames étaient au cercle, elle me dit tout haut avec un air grave qui me surprit. « Avez-vous pensé à cette affaire dont je vous ai chargé, et en avez-vous la vérité ?»« Oui, madame, lui répondis-je, et elle est comme je l'ai dit à votre majesté. »« Venez ce soir à l'heure que je dois écrire, » répliqua-t-elle, « et j'achèverai de vous donner mes ordres. » Je fis une profonde référence sans rien répondre, et ne manquai pas de me trouver à l'heure qu'elle m'avait marquée. Je la trouvai dans la galerie où était son secrétaire et quelques-unes de ses femmes. Sitôt qu'elle me vit, elle vint à moi et me mena à l'autre bout de la galerie. « Eh bien, me dit-elle, est-ce après y avoir pensé que vous n'avez rien à me dire et la manière dont j'en use avec vous ne mérite-t-elle pas que vous me parliez sincèrement ?»« C'est parce que je vous parle sincèrement, madame, lui répondis-je, que je n'ai rien à vous dire, et je jure à votre majesté, avec tout le respect que je lui dois, que je n'ai d'attachement pour aucune femme de la cour. »« Je le veux croire, répartit la reine, parce que je le souhaite, et je le souhaite parce que je désire que vous soyez entièrement attaché à moi, et qu'il serait impossible que je fusse contente de votre amitié si vous étiez amoureux. On ne peut se fier à ceux qui le sont, on ne peut s'assurer de leurs secrets. Ils sont trop distraits, trop partagés, et leur maîtresse leur fait une première occupation qui ne s'accorde point avec la manière dont je veux que vous soyez attachés à moi. Souvenez-vous donc que c'est sur la parole que vous me donnez, que vous n'avez aucun engagement, que je vous choisis pour vous donner toute ma confiance. Souvenez-vous que je veux la vôtre tout entière, que je veux que vous n'ayez ni amis, que ceux qui me seront agréables et que vous abandonniez tout autre soin que celui de me plaire. Je ne vous ferai pas perdre celui de votre fortune, je la conduirai avec plus d'application que vous-même, et quoi que je fasse pour vous, je m'en tiendrai trop bien récompensé si je vous trouve pour moi tel que je l'espère. Je vous choisis pour vous confier tous mes chagrins et pour m'aider à les adoucir. Vous pouvez juger qu'ils ne sont pas médiocres.
Je souffre, en apparence, sans beaucoup de peine, l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, mais il m'est insupportable. Elle gouverne le roi, elle le trompe, elle me méprise, tous mes gens sont à elle. La reine, ma belle-fille, fière de sa beauté et du crédit de ses oncles, ne me rend aucun devoir. Le connétable de Montmorency est maître du roi et du royaume. Il me hait et m'a donné des marques de sa haine que je ne puis oublier. Le maréchal de Saint-André est un jeune favori audacieux qui n'en use pas mieux que moi que les autres. Le détail de mes malheurs vous ferait pitié. Je n'ai osé jusqu'ici me fier à personne. Je me fie à vous. Faites que je ne m'en repente point, et soyez ma seule consolation. » Les yeux de la reine rougirent en achevant ces paroles. Je pensais à me jeter à ses pieds tant je fus terriblement touché de la bonté qu'elle me témoignait. Depuis ce jour-là, elle eut en moi une entière confiance. Elle ne fit plus rien sans m'en parler, et j'ai conservé une liaison qui dure encore.